Exemple, on va dire, de gens qui, par nécessité, ont des rythmes de sommeil totalement opposés à ce que je viens de rapporter. Euh, les navigateurs en solitaire, effectivement, apprennent. En fait, il y a différents types de sommeil d'ailleurs de navigation en solitaire avec des noms un petit peu accouchés dehors du nom de leurs inventeurs. Il y a plusieurs types de sommeil que les navigateurs en solitaire arrivent à faire par entraînement en fait, c'est-à-dire qu'ils apprennent à dormir différemment de nous, notamment en général par des sommes de 30 minutes. Donc ils dorment par sommeil de 30 minutes, plein de fois sur 24 heures. Et en plus, on a pu démontrer que dans ces temps-là, ils arrivaient à faire les stades de sommeil si importants dont je parlais, que normalement on ne peut pas faire dans les 30 premières minutes, hein. Par exemple, je parlais du sommeil paradoxal tout à l'heure. Un dormeur normal, entre guillemets, ne peut pas déclencher de sommeil paradoxal avant au moins 50 voire 60 minutes de sommeil, normalement. Avec de l'entraînement, les navigateurs arrivent à faire du sommeil paradoxal dans leurs 30 minutes de sommeil. Alors, ils le font par obligation, parce que quand vous êtes en régate, vous ne pouvez pas faire une nuit de 8 heures, sinon vous êtes sûr de vous planter. Donc ils le font par obligation, par apprentissage. Techniquement même, à ma connaissance, ces histoires de nombre de sommes et de durée de somme n'a pas été fait à partir de connaissances biologiques sur le sommeil, c'est-à-dire de dire ah bah oui, on va pouvoir faire des sommes de 30 minutes dans lesquelles on va mettre du sommeil paradoxal, etc. Ça a été fait par rapport aux impératifs de navigation. Donc c'est vraiment, on adapte notre sommeil comme on peut par rapport aux choses qu'on ne peut pas modifier quand on est en solitaire sur un bateau. Euh, c'est de l'apprentissage, sachant que du coup les semaines voire mois avant, ils apprennent à dormir de cette façon. Une fois qu'ils sont rentrés au port, ils reprennent vite un rythme normal. Pourquoi? Parce que globalement, ils le disent quand même toujours, ce sommeil-là n'est pas aussi réparateur que le sommeil naturel. Et même si j'ai pas de chiffres à vous donner, c'est une évidence d'un point de vue biologique et sur tous les travaux qui sont faits par rapport au sommeil des individus classiques, mais aussi notamment par rapport à tout ce qui est travail posté, travail de nuit, etc. C'est évident qu'en faisant ça, techniquement, ils abîment leur organisme. Parce que du coup, vous luttez contre un processus naturel, vous le détériorez en fait quelque part, hein. Voilà, on en a parlé, hein, des conséquences du travail posté, du travail de nuit sur le cœur, sur les cancers, sur les choses comme ça. C'est évident que du coup, c'est extrêmement logique qu'en se créant comme ça des toutes petites nuits totalement décalées de la régularité classique et biologique du sommeil, on détériore un petit peu son organisme parce qu'en fait, on ne l'utilise pas de la façon dont on doit l'utiliser, dont il nous demande de l'utiliser. Parce que chez ces navigateurs, si vous regardez un petit peu leur rythme biologique, vous retrouvez le rythme naturel classique. C'est juste qu'ils apprennent à faire sans leur rythme naturel, voilà, leur rythme biologique. Pour revenir sur deux choses par rapport au... Attends. Juste pour revenir sur deux petites choses par rapport aux questions posées là, pendant la pause. Pour revenir sur les enfants, mais sur les plus grands. Il y a quand même une cause qui est retrouvée très fréquemment maintenant. Alors quand je dis les plus grands, on va tabler à partir de 8 ans et aller sur les 8-14. C'est les jeux vidéo et sur la violence des jeux vidéo. Donc quand vous avez des enfants de 8 ans, 10 ans ou 12 ans qui jouent à des jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans, en général, vous pouvez être sûr qu'on les voit en consulte parce qu'ils ont des problèmes de sommeil. Parce que des jeux comme GTA V où le but c'est d'aller violer, tuer et braquer des banques, à 10 ans, c'est un peu dur. Voilà, ça c'était une première chose. La deuxième, c'était, je pense que ça peut rejoindre aussi le problème des navigateurs, mais on n'appelait pas ça hypnose il y a quelques années, mais de plus en plus de sportifs de haut niveau font des préparations via l'hypnose et l'auto-hypnose. Et au début des années 90, il y a une thèse qui avait été faite sur les skieurs. Et lorsque vous leur faites faire des préparations sous hypnose, vous vous rendez compte que lorsqu'ils sont en état d'hypnose, ça c'est pour répondre à la question de qui commande, l'inconscient ou le conscient, lorsque vous leur faites faire, donc ils font une descente, ils vont passer les portes à un certain temps. Lorsque vous leur refaites faire la descente en état d'hypnose, ils repassent les portes au centième près. Ça, c'est en slalom, pas en descente. En slalom, pardon. Excuse-moi, slalom, pardon. Ils repassent les portes au centième près. Donc voilà, donc c'est vraiment très... dès qu'ils sont en état d'hypnose, ils revivent exactement la même chose. Et même si c'est un peu compliqué de répondre aux questions qui ont été posées parce que chacun est différent sur l'hypnose, donc à la question de comment on se met en état d'hypnose,
c'est particulier, il n'y a pas de technique générale, il y a un schéma global, mais il n'y a pas de technique identique pour chaque patient. Mais sur certaines méthodes d'hypnose, notamment par exemple sur les douleurs, lorsque vous attribuez la douleur à une couleur, lorsque vous êtes en état d'hypnose, si vous choisissez une couleur qui ne fait pas partie de vos couleurs préférées et que vous dites mais oui, mais cette couleur non, parce que je déteste cette couleur, en fait vous ne pouvez pas revenir dessus. Si votre inconscient a décidé qu'en état d'hypnose, votre douleur était associée à telle couleur, vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer, de toute façon ce sera cette couleur. Et si vous essayez de la changer pendant la séance d'hypnose, vous n'y arriverez pas et vous reviendrez toujours sur la même couleur. Au cours des dernières décennies, on observe une intensification du travail. Est-ce que ça s'observe sur le sommeil ? Je pensais que cette question allait arriver quand même à un moment ou à un autre. Les conditions de travail ont beaucoup évolué depuis 10 ans. L'intensification du travail, les pressions, etc. fait que effectivement, l'entretien systématique en milieu du travail va aborder cette question du sommeil. Et est-ce que les troubles du sommeil sont en lien ou non avec le travail ? Donc ça fait vraiment partie de notre visite systématique. Enfin voilà, c'est parce que le premier symptôme observé quand il y a des problèmes au travail, ce sont les troubles du sommeil. Donc c'est vraiment pour nous un symptôme sentinelle. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, alors là je n'ai pas des chiffres, j'ai des chiffres sur l'intensification du travail, etc. Et puis bon, tout le monde a entendu parler, les risques psychosociaux, le stress, le harcèlement, etc. Oui, là c'est vrai que moi ça fait 30 ans que je travaille, le contenu de mes visites médicales, il a complètement été modifié. Et juste ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que le traitement de cette insomnie, de ces troubles du sommeil, pas insomnie, parce qu'on a beaucoup de réveils nocturnes, peut-être plus que de troubles de l'endormissement. Dans ce qui est lié au travail, une des particularités, c'est que les gens s'endorment, mais par contre, ils vont se réveiller à 3-4 heures du matin, ils ne vont pas se rendormir, et ils vont avoir la petite roue qui tourne dans la tête sur le travail. Et le traitement de ça, c'est surtout pas médicamenteux, évidemment. Ça va absolument rien changer, c'est juste un emplâtre sur une jambe de bois de donner des hypnotiques dans ces situations-là. Donc nous, par rapport à ça, on se forme de plus en plus depuis des années. Médecins du travail, on est obligé à conduire des entretiens, ce qu'on appelle médico-professionnels, où on recentre complètement l'entretien sur le travail. Qu'est-ce qui pose problème dans le travail, depuis quand, pourquoi, qu'est-ce qui est quand même bien dans le travail, qu'est-ce qui a changé, et pour essayer de redonner ce qu'on appelle du pouvoir d'agir aux salariés. Parce qu'il y a quelque chose qui marche très mal, c'est de se victimiser et de victimiser quelqu'un. Alors là, on est sûr qu'on ne s'en sortira jamais. Donc il faut essayer de remettre le travail au centre du débat qu'on a avec le salarié, pour petit à petit qu'il prenne conscience de la situation et que ce soit lui qui fasse émerger les solutions par rapport à ces difficultés que j'ai au travail. Alors là, elles sont multiples, je ne peux pas les balayer, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir ? Et il y a de multiples solutions. Première solution pouvant être effectivement des conflits relationnels, juste par la parole, etc. Mais une des solutions dans les cas de souffrance importante, c'est peut-être aussi de prendre la décision de quitter l'entreprise. C'est aussi une solution. Là, je parle en général de ce qu'on appelle plutôt malaise, mal-être, etc. Après, je mets à part les vrais cas de harcèlement moral au travail, mais il faut savoir que ça a été tellement médiatisé qu'on a une époque où un salarié sur deux venait nous voir en disant « je suis harcelé » juste parce que son chef lui demandait de faire son travail, donc c'était un vrai problème, et que les vrais cas de harcèlement au travail sont quand même, heureusement, relativement rares. Parce que ça veut dire en général qu'on a affaire dans ces situations-là à des individus un peu pathologiques, voire pervers. Donc dans ces vrais cas de harcèlement au travail, en général, les salariés, on les voit dans un état de décomposition totale. Et là, c'est évidemment arrêt de travail et prise en charge par le spécialiste, par le psychiatre en général. Voilà. Mais 95% des cas de souffrance au travail, c'est pas ça. Et on peut vraiment aider le salarié à se sortir de cette situation
par lui-même, par le biais de 1, 2 ou 3 entretiens en général. Et le trouble du sommeil, donc je vous dis, pour nous, c'est vraiment le symptôme numéro 1. Juste un tout petit mot pour enrichir le débat, parce que en consultation, c'est vrai que moi je vois beaucoup de gens en effet qui viennent pour des troubles du sommeil directement liés au travail, soit par des problèmes de rythme ou d'excès de pression qui entraînent du stress, etc. Mais ça, c'est pas du tout un point de vue personnel, hein, c'est au contraire pour alimenter le débat. Je pense que statistiquement, c'est intéressant de comparer avec le fait que on a beaucoup de gens qui viennent pour des plaintes de sommeil à partir de la retraite aussi. Voilà, parce que le rythme de vie change, il n'y a plus d'impératif pour se lever, donc on peut aussi se mettre à plus trop respecter ses rythmes. Je ne dis pas que la retraite est un facteur d'insomnie, hein, mais moi j'ai quand même régulièrement des gens qui viennent me voir pour des problèmes de sommeil et qui me disent en fait ça a commencé il y a 4-5 ans quand je suis parti à la retraite. Donc je pense que en fait c'est toujours un problème d'excès dans un sens ou dans l'autre. L'excès de travail et de stress ou d'horaire, de pression, de rythme excessif est un gros facteur de trouble du sommeil. Mais le fait aussi d'avoir, quand on dit que le travail c'est la santé, moi je dis qu'en médecine du sommeil c'est partiellement vrai, dans le sens où le travail a au moins cet intérêt d'imposer un rythme de lever, par exemple, chez beaucoup de personnes qui n'auraient pas tendance à le faire s'ils n'avaient pas de travail. Quand on a des gens, par exemple, qui doivent reprendre à mi-temps pour des raisons médicales ou autres, moi j'ai tendance à plutôt conseiller qu'ils prennent le matin, parce que si ils sont à mi-temps l'après-midi et qu'ils n'ont pas de raison de se lever le matin, ils vont avoir tendance à rester au lit et à dégrader complètement leur qualité de sommeil, voire à créer véritablement une insomnie, hein. C'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est valable dans les deux sens en fait. Après, il y a le problème aussi, alors qui est aussi très médiatisé, là, du burn-out. Moi, j'aime pas trop ce terme, je parle plutôt d'épuisement professionnel. Mais là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les enfants, arriver à décrocher des écrans et donc du travail, hein. Donc là, il y a aussi des grosses entreprises qui mettent en place maintenant un petit peu des règles internes de bonne conduite où on n'envoie plus un mail à son collaborateur à 5 heures du matin ou le week-end, c'est interdit. Les liens, voilà, il faut apprendre à couper son portable, à couper... voilà, après il y a aussi toute une éducation à avoir. Et puis juste, je voulais revenir sur le travail de nuit, parce que c'est quand même un gros problème de santé pour moi. Les gens qui commencent à avoir des troubles du sommeil alors qu'ils travaillent la nuit, la règle numéro 1, c'est de leur dire... il faut absolument arrêter le travail de nuit très vite. Le trouble du sommeil, c'est-à-dire que quand ils rentrent, ils n'arrivent plus à s'endormir et ils vont dormir 2 ou 3 heures, c'est tout. Entre 2 nuits de travail. C'est pas suffisant. On l'a dit tout à l'heure, même si on est court dormeur, dormir 3 heures, ça ne permet pas de récupérer. Voilà. Donc là, la règle numéro 1, c'est de dire il faut repasser en travail de jour. La difficulté, c'est est-ce que c'est possible ou non dans l'entreprise où je travaille et qu'est-ce que je vais perdre en termes de primes de nuit. Donc ça, c'est assez compliqué à gérer. Je voulais simplement vous rappeler la question par rapport à la sieste qui était posée tout à l'heure. Et ensuite, j'aurais aimé savoir si vous avez parlé de l'impact de la lumière sur le cycle du sommeil. Est-ce qu'on constate des différences par rapport à la latitude à laquelle les gens vivent sur le cycle? Oui, la latitude, oui. Alors je peux déjà vous répondre que je ne peux pas trop vous répondre sur la deuxième question parce que je n'ai pas de connaissances assez précises là-dessus, donc je ne sais pas si mes collègues ont des éléments. C'est prouvé que l'altitude est un facteur de... Ah, la latitude, excusez-moi. C'est le fait d'être venu sur Chambéry, je suis perturbé par l'altitude, la montagne, etc. Excusez-moi. Ça doit être de la jalousie, c'est ça. Donc, en fait, je vais aussi botter un peu en touche sur la latitude, très honnêtement, de toute façon. Non, mais par contre, je peux effectivement dire pas mal de choses sur la sieste, parce que ça, c'est quelque chose qui est très étudié et qui nous intéresse beaucoup en médecine du sommeil. Si on reprend cette idée de rythme biologique, d'horloge biologique, d'horloge circadienne, on appelle ça, au niveau cérébral, qui va vraiment rythmer toutes les fonctions de l'organisme, et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes, et qui d'ailleurs, si on regarde bien, est valable un peu chez tous les êtres vivants, parce que la plupart des êtres vivants ont un rythme, je dis la plupart, mais d'ailleurs tous les êtres vivants ont un rythme de fonctionnement, ça marche aussi bien pour les animaux que pour les plantes. On s'aperçoit en fait, quand on regarde de façon assez précise les rythmes, qu'on n'a pas forcément que cette dichotomie entre le jour et la nuit.
actif la journée, repos la nuit, pour l'être humain en tout cas, parce que ça peut être l'inverse dans certaines autres espèces. Vous avez plutôt une commande de sommeil dans la nuit et plutôt une commande d'activité la journée. Mais il est démontré que l'activité, en tout cas la capacité d'activité et la stimulation par l'horloge biologique de l'organisme est très importante sur la matinée, donc c'est-à-dire du réveil jusqu'à peu près 11h midi, et qu'ensuite vous avez ce qu'on appelle le creux de l'horloge biologique, c'est-à-dire qu'en tout début d'après-midi, entre 12 et 14 heures, voire entre 11 et 15 heures, je tape un peu large parce que ça dépend beaucoup des gens. Il y en a qui vous vont dire 11 heures, d'autres 13 heures, d'autres 15 heures. Ça dépend des préférences de chacun. S'il y a encore une histoire de génétique, il y a aussi l'heure à laquelle vous êtes levé le matin, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle le creux de l'horloge biologique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en tout début d'après-midi, où on est fatigué, où on a tendance même à somnoler un peu, où on ne se sent pas efficace, où on n'est pas efficace, d'ailleurs beaucoup moins efficace. Et puis ensuite, ça repart pour l'après-midi. Et c'est même démontré d'ailleurs que nos potentiels sont en général surtout élevés dans l'après-midi. À partir de 4h jusqu'à 19h, c'est normalement vraiment le moment de la journée, quand on a un rythme bien régulier, c'est le moment de la journée où on est le plus capable. Et cette aptitude, elle va être renforcée du coup par ce qu'on appelle la micro-sieste, c'est-à-dire que sur ces arguments de variation sur 24 heures, tout bon chronobiologiste vous dira que la sieste en début d'après-midi est hyper logique et hyper conseillé. Là d'ailleurs du coup on peut rejoindre un petit peu le débat sur le travail. Moi je suis un grand partisan de la micro-sieste, je précise bien, je préfère dire micro-sieste pour pas qu'il y ait de confusion. Je suis un grand partisan de la micro-sieste parce que de toute façon biologiquement il est clair qu'il y a un moment en début d'après-midi où on n'est pas efficace, où on est fatigué, donc au travail potentiellement vous n'êtes pas très efficace, vous êtes lent, il y a même un grand facteur d'erreur et donc d'accident de travail, il y a des pics d'accidentologie du travail à cette période-là. Enfin voilà, je te laisserai compléter parce que je pense que tu connais mieux les choses que moi à ce niveau-là. Et donc on recommande de faire une micro-sieste parce que le fait de faire une micro-sieste, c'est démontré, nous rend déjà finalement c'est du temps qu'on va utiliser pour quelque chose de plus important que de faire n'importe quoi. Et au travail, par exemple, ou ailleurs. La conduite aussi, hein, on est plus dangereux dans cette période-là en conduite automobile, on est moins vigilant, on est moins réactif et on a plus de capacité de s'endormir au volant. Et puis surtout, ça va renforcer nos capacités sur l'après-midi. Voilà. Et ça a par exemple été démontré parce que quand vous faites faire des siestes avec un temps défini à des groupes d'individus, vous vous apercevez après, si vous leur faites passer des tests d'aptitude physique ou intellectuelle, que les groupes qui ont les meilleurs résultats, ce sont ceux qui ont dormi entre 10 et 20 minutes à peu près. Ensuite, ceux qui ont dormi entre 0 et 5-10 minutes, donc qui n'ont quasiment pas fait de sieste, voire pas du tout, sont les suivants dans le classement des tests de compétences physiques et intellectuelles, j'insiste encore bien. Et après, les cancres, c'est ceux qui ont dormi de plus d'une demi-heure. Tous ceux qui ont dormi plus de 30 minutes, les groupes de 30 minutes, les groupes de 40, les groupes d'une heure, les groupes de 2 heures, ils ont des résultats qui sont beaucoup moins bons que les autres. Donc ça aussi, ça s'explique très bien, on en parlait tout à l'heure, parce qu'une micro-sieste, c'est à peu près 15, 20, voire 25 minutes en moyenne. C'est pas un chiffre très précis, c'est un chiffre de sécurité. Voilà, donc je dis aux gens, quand vous voulez faire une sieste, vous mettez un minuteur et au bout de 20-25 minutes quand ça sonne, que vous soyez endormi ou pas, que vous pensiez d'ailleurs vous êtes endormi ou pas, parce qu'on ne sait jamais réellement, vous vous relevez, vous arrêtez la sieste. Pourquoi ? Parce que si vous allez plus loin, déjà je vous ai parlé de notion de stade dans le sommeil, si vous dormez plus de 25-30 minutes, vous allez attaquer des stades de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal. Donc déjà ça va être beaucoup plus dur de se réveiller. Déjà, souvent les gens le disent, hein, quand on s'endort 10 minutes, on se réveille beaucoup plus facilement que quand ça fait 2 heures qu'on fait la sieste. Le deuxième élément, c'est que c'est un facteur très classique de chronicisation de l'insomnie. Hein, tous ces insomniaques qui dorment très peu la nuit, qui du coup font des siestes de 2 heures, je leur promets une très mauvaise nuit après parce qu'ils ont déjà fait 2 heures de sommeil. Donc il ne faut pas s'attendre à dormir beaucoup la nuit suivante. Vous avez déjà attaqué votre quota par 24 heures nécessaires. Et le troisième élément, ça aussi ça explique du coup que les tests soient très mauvais même quand ils sont faits 4 heures après la sieste, c'est qu'en déclenchant vraiment un processus de sommeil d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, moi j'ai même des patients qui font des siestes de 3-4 heures dans l'après-midi, vous déclenchez une vraie nuit. Donc techniquement, vous réveillez d'une sieste de 2 heures et vous demandez d'accomplir quelque chose, c'est comme vous réveillez à 1 heure du matin et de vous demander de faire la même chose. D'accord ? Vous avez déclenché un processus de sommeil. Donc la sieste, c'est très positif, mais à condition que ça reste respectueux de tous ces impératifs d'une bonne qualité de sommeil. Voilà. Et quand même, un dernier élément avant que je te donne le micro, par contre, je dis que la sieste, c'est très positif et je suis très favorable. Il y a une exception, c'est dans l'insomnie. Parce que l'idée, c'est que dans l'insomnie, on a déjà du mal à remplir ses nuits de sommeil, donc il vaut mieux garder au maximum ses besoins pour la nuit. Donc c'est le seul cas où j'interdis, entre guillemets, après les gens font ce qu'ils veulent, mais je leur déconseille très fortement de faire la sieste l'après-midi. Juste pour
L'été, donc ces micro-siestes donc, sont très développées dans les pays nordiques. Hein. Donc maintenant, on voit en France aussi quelques entreprises qui mettent à disposition des salariés un local vraiment avec des relax, une ambiance lumineuse, etc., et du calme pour pouvoir faire ces micro-siestes aussi. Et donc pour la nuit, c'est la même chose. Donc on a aussi au niveau du rythme circadien de ce qui a été dit, hein, une baisse entre 3h et 5h du matin, et là qui a vraiment été corrélée avec des pics d'accidentologie, hein, la nuit très important. Et donc nous, on conseille vraiment aux entreprises, pour les salariés qui travaillent de nuit, là où c'est obligé, de leur aménager des pauses entre 3h et 5h du matin à tour de rôle. Mais là, j'ai même des entreprises qui font des pauses de 1 heure. Donc là, effectivement, c'est plus que 20 minutes. Alors bon, c'est peut-être pas bon, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas tout le monde non plus. Hein, toutes les entreprises n'acceptent pas ça, que de mettre à disposition du salarié puis de tourner, hein, et que vraiment pendant 1 heure, le salarié puisse s'endormir carrément. Mais tous ceux qui peuvent le faire, en tout cas, me font un retour très positif sur la capacité à arriver à tenir la nuit. Il est démontré en fait que pour une entreprise, le fait d'investir dans une salle de sieste et de perdre 1/2 heure de temps de travail, en général, est gagné en termes de rentabilité et de diminution, enfin de résultats, en gros sur le reste, de productivité aussi. Oui, je suis pas très à l'aise avec ces termes-là, c'est pas trop mon domaine. C'est en tout cas très rentable pour les entreprises en général qui acceptent de se lancer dedans. Après, voilà, on parlait du temps de repos en milieu de nuit, etc. On tâtonne encore beaucoup par rapport à tout ça. Hein. Le fait que le corps humain est un rythme, on s'en est rendu compte dans les années 60. On a découvert l'horloge biologique fin années 70, début 80. Donc c'est un domaine qui est quand même très très récent, hein, les précisions sur le sommeil. Hein. Il y a encore 30 ans, même la médecine se demandait quand même par certains côtés, en tout cas c'est ce que j'entends souvent, que finalement ça servait pas forcément et qu'on pouvait peut-être essayer de faire autrement. D'ailleurs les meilleurs exemples, c'est tous les tests qui avaient été faits avec des psychostimulants pour essayer de priver les gens de sommeil quand on avait besoin qu'ils soient aptes 24 heures sur 24. Je prends l'exemple de l'armée américaine et française, avec certains tests qui avaient été faits dans les années 70-80 à peu près, hein, c'est pas si vieux que ça, où on se disait finalement si on arrive à empêcher le sommeil, on va gagner du temps de vie, puis en fait on s'aperçoit qu'on perd surtout beaucoup d'années de vie. Autre exemple par rapport au risque routier. Aujourd'hui, le risque routier, c'est la cause numéro 1 des accidents du travail mortels en France. Donc, c'est tous les gens qui vont utiliser leur voiture dans le cadre de leur travail. La recommandation première, c'est quand on est fatigué au volant, on s'arrête et on ferme les yeux 1/4 d'heure. On leur dit pas de dormir, parce que si on leur dit il faut dormir, ils vont dire non, mais j'y arrive pas. On leur dit non, vous dormez pas. Vous vous mettez sur le parking et vous fermez les yeux pendant 1/4 d'heure, 20 minutes. Vous mettez votre iPhone là, pour vous réveiller, vous redémarrez au bout de 20 minutes. Mais surtout, ne luttez pas contre la somnolence au volant. C'est vraiment, on sait que là, on va diminuer le nombre d'accidents routiers en faisant comme ça. Alors que très souvent, on fait l'inverse. On va ouvrir la fenêtre, on va boire du café, on va sortir, on va faire 3 mouvements de gymnastique pour se réveiller. Et c'est vraiment une grave erreur. C'est qui alors? C'est moi? En fait, vous avez presque répondu à ma question parce que c'est rigolo. Je voulais poser la question entre les différents pays. Les études donc qui sont faites au niveau des troubles de sommeil sont mondiaux. Certains pays présentent beaucoup moins de difficultés. Enfin, les personnes qui vivent dans certains pays présentent beaucoup moins de difficultés concernant les troubles du sommeil. Et en France, je pense que, enfin, vous allez répondre, mais vous avez presque répondu au niveau des micro-siestes. Et c'est marrant parce que je posais la question avant, normalement, je l'avais. Et voilà, au niveau de la France, est-ce qu'on est des retardés par rapport à d'autres pays? Je vais tenter une réponse, pas forcément sur ce domaine-là, sur d'autres ça peut se discuter, mais non, par exemple, quand on parle de la sieste, c'est vrai qu'on peut peut-être reprocher cette diabolisation un peu pendant une période de la sieste et de l'idée que c'est un truc de fainéant, etc. Donc il faut que les mentalités évoluent. Moi, je vais prendre le problème que je connais un petit peu aussi au niveau de l'Espagne, où là, en fait, l'excès est inverse.
donc notamment la Catalogne qui est assez réputée pour ses longues siestes, quitte à partir dans les préjugés, mais c'est démontré, hein, où vraiment en Espagne, il y a des endroits où en gros de 12-13 heures jusqu'à 15 heures, la ville est morte, hein, tout est fermé parce que les gens vont faire 2 heures de sieste. Tout comme j'en ai parlé tout à l'heure, le fait de ne pas faire de sieste n'est pas forcément terrible, le fait de faire de trop longues siestes est finalement pire. Donc on n'est pas forcément les plus à la traîne par rapport à ça. Une autre démonstration, c'est qu'on parlait tout à l'heure du débat sur les médicaments. Alors peut-être que notre pharmacien a aussi des choses intéressantes à dire là-dessus, mais on est quand même techniquement pour moi plutôt mauvais en effet dans la prise en charge médicamenteuse du sommeil parce qu'il y a encore trop de prescriptions de somnifères. À ma connaissance, on doit être le 2e pays européen en consommation de somnifères. J'avoue que je sais plus, je crois que c'est derrière la Suède qu'on est. Si je ne me trompe pas. Donc comme quoi les pays nordiques ne sont pas parfaits. Il me semble qu'on est 2e derrière la Suède pour les hypnotiques et 2e derrière le Portugal pour les anxiolytiques. Voilà. Donc ça c'est des chiffres de 2014 ou 2015 je crois. Donc comme quoi on n'est pas les pires, on n'est pas non plus très bien placé pour aucun des traitements, cela dit. Mais vous voyez, les pays nordiques font des choses mieux que nous, notamment en termes de qualité de lumière aussi, parce que eux, comme ils ont souvent moins de luminosité que nous, ils ont souvent des lumières publiques de bien meilleure qualité, du coup qui permettent de lutter contre cette diminution de luminosité en hiver. Mais ils sont pas parfaits non plus, hein, voilà. Et je vous le dis, voilà, on a souvent tendance à dire la France fait un peu n'importe quoi au niveau des traitements. C'est vrai qu'on n'est pas tip top, mais par exemple combien de fois j'entends de toute façon en France on se bourre d'antidépresseurs, ça fait des années qu'on n'est plus sur le podium européen pour la consommation d'antidépresseurs. Pour les hypnotiques, c'est vrai qu'on est très mal placé, mais on n'est pas les pires. Et la Suède, qui pourtant est donnée en exemple, enfin les pays nordiques globalement sont donnés en exemple pour pas mal de choses, la luminothérapie, les siestes, etc. Mais ils sont pas forcément très très bons pour d'autres choses non plus. Donc voilà, on va dire que chaque pays fait certaines choses bien et d'autres moins bien. Oui, elle disait que ça faisait plaisir à entendre. Voilà. Après, je parle de ce sujet-là. J'aurais d'autres critiques à faire sur d'autres choses, mais sur ce sujet-là, voilà. Enfin, pour moi, la réalité des chiffres en est là. Voilà. Sauf, je ne sais pas si toi, tu as d'autres infos par rapport à ça. Pour les hypnotiques, j'avais dit qu'il y avait une diminution, hein, de 14 à 15. Pour les anxiolytiques également. Par contre, il y avait une progression pour les antidépresseurs, hein, qui n'était pas négligeable. Alors, je ne sais pas, j'en connais pas l'explication. C'est plus une explication pratique qu'en termes d'études, là, mais on a tendance à... Du coup, connaissant les effets et les risques des benzodiazépines, et, entre autres, puisque c'était ce qui avait le plus prescrit, c'est vrai qu'on a tendance à basculer. Et il est évident, comme je disais tout à l'heure, que le plus logique, c'est de traiter la cause et pas le symptôme. Reste pour traiter la cause, il faut avoir un patient qui est d'accord pour traiter la cause, et c'est toujours plus facile d'avaler un comprimé que de traiter la cause. Et donc si on doit basculer, on préfère basculer sur des traitements type antidépresseurs. Après, on va toujours trouver un moyen de basculer. Vous connaissez probablement tous, désolé, je cite un nom, le Myolastan, qui était utilisé en décontractant musculaire, qui a été retiré du marché pour des effets secondaires potentiellement gravissimes. Il a été remplacé par le Valium, dont l'utilité première n'est pas d'être un décontractant musculaire. Mais voilà, donc on a malheureusement tendance à dériver un peu, à remplacer. Et aujourd'hui, le plus logique, semble-t-il, c'est plutôt d'utiliser les antidépresseurs pour lesquels il n'y a pas de dépendance et pas d'accoutumance, sous réserve de certaines règles d'instauration et d'arrêt. Mais... voilà. Après, évidemment que la meilleure solution est de limiter au maximum l'utilisation des traitements. Ça m'amène juste à une réflexion aussi du début de ta phrase. La Suède, le Portugal et la France sont les 3 mauvais élèves en consommation d'anxiolytiques et d'hypnotiques. C'est aussi 3 pays où ils sont totalement remboursés. Voilà. Je vous le dis. Voilà. Juste au passage, là, ce que tu disais, l'augmentation, baisse de benzo et augmentation de prescription d'antidépresseurs, c'est aussi parce qu'il y a quelques années, des antidépresseurs qui sont sortis ont donné dans leurs indications troubles anxieux généralisés, phobie sociale. Donc du coup, ça a basculé effectivement. Ça a lié 2 choses, ne plus prescrire l'argamanut des benzodiazépines, comme on a tous fait ça pendant des années d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on nous enseignait. Donc effectivement, ça fait préférer... Alors est-ce que pour autant
c'est une indication. En tous les cas, ça a bougé un peu les choses, oui, parce que plutôt que de donner des benzos, il y a des molécules qui sont sorties qui sont à peu près actives sur tout, surtout vu par les labos, comme le Minimir, Miniprix qui faisait le maximum. Du coup, ça a donné effectivement artificiellement ça. Et la deuxième chose, c'est que de considérer aussi que, je l'avais dit au début, troubles du sommeil et dépression, comme bien souvent dans les états dépressifs, c'était dit, symptôme inaugural qui était là, les troubles du sommeil. Souvent aussi, on disait, il était assez évident que traiter les troubles du sommeil dans le cadre d'une dépression par des somnifères, c'était une moins bonne indication, je précise toujours chimique, que de traiter par un antidépresseur. Et en disant aux gens, au-delà du fait qu'ils avaient plus peur des antidépresseurs que des benzodiazépines, des anxiolytiques, parce qu'être anxieux, ce n'est pas une maladie psychiatrique, être dépressif, c'est beaucoup moins, l'image sociale est moins bonne. Du coup, il y a eu cette bascule. La peur est dire quand même que, surtout, c'est ce qui se répète maintenant avec les médias, la progression des études épidémiologiques, puis les spots commencent à faire peur aux gens, surtout avec l'idée diminution d'espérance de vie, Alzheimer, alors que, voilà, on continue à dire, parce que c'est vrai, il n'y a pas de dépendance chimique aux antidépresseurs. La meilleure preuve, c'est ce que je dis tout le temps, est-ce qu'on a beaucoup vu des toxicomanes aux antidépresseurs ? Non. Alors qu'aux anxiolytiques, oui. Donc tous ces phénomènes-là ont fait que les labos, dans leurs indications, ont élargi. On est arrivé, c'est d'ailleurs l'information que tu as, dire faut peut-être plutôt prescrire des antidépresseurs. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut prescrire des antidépresseurs en dehors des dépressions ? Ça déplace un problème. Et l'idée, c'est est-ce qu'il faut, anecdote personnelle dans un congrès, c'est même pas un congrès, c'était une formation. À l'époque, c'était quand même beaucoup proposé par les laboratoires, qui ont maintenant beaucoup moins de subsides pour offrir des séminaires aux praticiens. Il y avait des présentations et la question ensuite, c'était, face à tel tableau clinique, quel antidépresseur choisissez-vous ? Moi, je dis, je ne sais pas déjà si je vais prescrire un antidépresseur. C'est quand même une question préalable. Alors, pour terminer sur le rapport prescription-demande du patient, je pense qu'il c'est aussi très différent au moment de la prescription. Et là, c'est ce que disait le docteur Attal. Ça dépend du temps dont on dispose pour écouter les gens et parler. C'est aussi en médecine du travail. Le profil de la personne, sa position par rapport aux médicaments. Et puis, au moment de la prescription, il y a toujours aussi l'idée... qu'on explique pendant combien de temps, pourquoi, parfois même être amené à dire là je fais ça, effectivement c'est pour telle raison, mais ça ne va pas durer, c'est temporaire, parce que la personne elle se sent accompagnée dans sa démarche d'une issue déjà programmée, c'est pas pour longtemps, c'est pas pour ça, parce qu'il faut lutter contre quelque chose. Moi c'est pas contre les jeux électroniques, ça c'est un autre, je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout d'une information... d'une désinformation. Il y a trop d'informations, les gens ils viennent, cette molécule, j'ai vu qu'il faut que je fasse ça, ma belle-sœur a machin, j'ai vu sur Internet, j'ai vu qu'en Belgique, j'ai vu qu'ailleurs. Non, il faut redresser une information, ça prend du temps, convaincre les gens, ça prend du temps, accompagner aussi dans la suite, et puis comme partout, parle de lâcher prise, c'est vrai, tout ce qui se dit là, c'est l'idéal. Maintenant, face aux gens, leur dire, si tu dors pas, ou si vous ne dormez pas, si tu te dis je vais pas dormir, forcément tu es mal parti pour. Les gens qui dorment pas, ils pensent qu'à ça. Alors ils disent oui c'est gentil, mais moi je veux dormir. Alors c'est ça, l'éducation, elle se fait en face à face dans un cabinet où on est déjà dans une phase de demande médicalisée. Est-ce qu'il faut médicaliser systématiquement tout problème du sommeil? C'est aussi une autre question. Et toutes les méthodes parallèles. Maintenant l'hypnose, la méditation, c'est beaucoup en vogue, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, où l'hypnose, ça avait des relents de vieux freudisme poussiéreux. Et les gens demandent quand même une transition, ça je crois que c'est important de le véhiculer, mais si il faut, à part ce médicament, est-ce que je pourrais prendre quelque chose? Au début c'était ça. L'idée pour que je dorme, il faut que j'ai quelque chose d'extérieur qui m'assure de dormir. Après, est-ce que de ne pas dormir c'est si grave que ça? Ça ouvre dans un dialogue, mais avec quelqu'un qu'on accompagne dans son insomnie, quelqu'un fait son lit. Alors c'est vrai que le discours actuel là est partagé, heureusement. C'est le vrai, ça fait quand même, ce que tu dis là, ça fait à peu près une quinzaine d'années que ces éléments, on les connaît. C'est tout le temps qu'une population dans son ensemble, autant les prescripteurs, les représentations du sommeil, la nécessité de sommeil, il faut beaucoup de temps pour changer des habitudes. Et que les gens soient partie prenante, c'est dire, mais, comme pour reprendre ce que tu disais en médecine du travail, dire à la personne c'est pas forcément l'extérieur qui va lui donner une réponse immédiate au problème qu'elle nous soumet. C'est là qu'il y a beaucoup d'éducation à faire.
Non, tu parles aussi de changer finalement les mentalités. C'est même aussi pour moi pire que ça, c'est qu'il y a les mentalités et puis il y a aussi changer le fonctionnement des choses d'un point de vue notamment administratif. Et ça, on sait que c'est souvent beaucoup plus inertique. On l'a dit, hein, voilà, les somnifères, c'est remboursé par exemple. Hein, ça coûte rien, hein, ça coûte 2,50 € une boîte de somnifères. Donc la Sécu, ils sont contents, ça leur coûte quasiment rien. Moi qui oriente beaucoup l'insomnie, quand je fais un diagnostic vraiment d'insomnie sur de l'anxiété, sur des choses comme ça, qui est tendance à beaucoup orienter les patients vers des thérapies cognitivo-comportementales, vers de l'hypnose, vers du mindfulness, donc de la méditation, des choses comme ça. Je suis aussi obligé de les prévenir que souvent, ils vont avoir affaire à des psychologues, à des psychothérapeutes, à des hypnothérapeutes. Tout ça, c'est pas remboursé. Hein. C'est des séances qui coûtent entre 50 et 100 € la séance. Il faut en faire au moins 5 ou 10 en TCC, enfin en thérapie cognitive et comportementale. L'hypnose, je maîtrise point. Donc je te laisserai entre 1 à 4 séances. Donc l'hypnose apparemment est plus rentable. Voilà. Je connais moins bien, donc non, mais c'est intéressant. En tout cas, voilà, c'est de l'investissement que vous allez faire vous d'autres poches, hein, parce que la thérapie cognitivo-comportementale, vous pouvez toujours envoyer la feuille de soins à la Sécu. Vous n'aurez rien. Hein. Donc il y a ça. Déjà aussi, moi j'ai beaucoup de patients qui me disent, mais attendez, moi, vous avez vu ma situation actuelle, je ne peux pas mettre 500 € dans une thérapie. Hein. Vous voulez pas plutôt me donner un traitement, comme ça en plus je dors dès ce soir, hein, le temps d'avoir une... Non mais c'est ça. Et je comprends aussi les patients par rapport à ça. Et du coup, le dernier élément que je tiens à préciser, parce que parfois je tiens un discours qui fait un peu moralisateur et stigmatisant sur mes confrères, notamment généralistes, c'est important aussi. Non, mais voilà, parce que c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire qu'on prescrit trop, etc. Mais moi j'ai une situation facile, hein. Je suis dans une unité de sommeil, donc quand les gens viennent me voir, ils viennent me voir pour leur insomnie. Donc j'ai une demi-heure pour parler de leur sommeil, pour leur expliquer ce que c'est que le sommeil, les rythmes, etc. Leur donner des conseils, éventuellement les réorienter vers une thérapie. J'ai le temps, je suis là pour ça. Quand vous êtes médecin généraliste, que votre salle d'attente est pleine, qu'il y a 30 patients qui attendent, plus les 40 urgences, que les gens grognent parce qu'ils attendent depuis 1h30, on peut les comprendre, que vous voyez madame que vous connaissez depuis longtemps pour équilibrer son diabète, son hypertension, plus refaire l'ordonnance du mari et les certificats de sport des enfants, et qu'au bout de 20 minutes, elle vous dit aussi en plus qu'elle dort mal, bah oui, forcément, là, vous faites une prescription de somnifère parce que vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Donc il y a aussi cette réalité-là. Alors, tout le monde ne le fait pas. Voilà, moi j'ai un collègue, par exemple, sur Mâcon, qui lui me dit bien, parce qu'on en a souvent parlé, il me dit, mais moi, quand quelqu'un me sort comme ça, alors on appelle ça le syndrome du pas de la porte en psychiatrie, c'est-à-dire le fait que souvent on parle de choses dans la consultation, éventuellement même du beau temps ou des vacances, et puis au moment de partir, et puis au fait, docteur, j'ai mal à la tête, c'est horrible depuis 3 mois, ou ça fait 3 nuits que je dors plus. Et c'est vrai que pris au débeauté comme ça, on n'a pas tendance à réagir comme il faut. Souvent, la bonne réaction pour moi, mais qui est potentiellement, et je le comprends mal vécu pour les patients, c'est que l'idéal pour moi dans ces cas-là, c'est que le médecin généraliste dise allez voir un médecin du sommeil ou vous revenez me voir et on fait une consultation entière là-dessus pour qu'on le fasse correctement. Voilà. C'est un bon moyen de botter en touche pour le patient, c'est-à-dire de demander en gros son petit comprimé juste avant de sortir. Et non mais c'est typique. C'est typiquement la même chose que le patient qui va aller voir le psychiatre, qui fait sa thérapie, et lorsqu'il arrive sur une phase un peu difficile, où ça a commencé à sortir, qui annule son rendez-vous la veille ou qui ne vient pas, quoi. Voilà. Donc, après, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, c'est par rapport au traitement antidépresseur, en effet, souvent... Enfin, vous l'avez très certainement dans votre entourage, le fait que si on vous en a déjà parlé, ou si de dire oui mais ma mère, mon père a eu ça toute sa vie et donc on est dépendant. On est dépendant à ce type de molécule à mon avis que si on le veut en fait finalement. Lorsqu'on débute un traitement antidépresseur, à moins d'avoir une pathologie psychiatrique qui nécessite un traitement à vie, on pourra discuter s'il y a la nécessité du avis, mais enfin, à moins d'être dans une pathologie psychiatrique qui nécessite que, moi je dis toujours aux patients que je mets sous antidépresseur que voilà, on le met pour une durée définie, enfin plus ou moins définie à quelques mois près, et que le but c'est de l'arrêter. Si derrière il y a besoin de le prolonger, c'est qu'a priori derrière il y a besoin d'une thérapie aussi, en tout cas d'un soutien autre. Après, encore faut-il que le patient ait envie, que ce soit d'un suivi d'une thérapie, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'hypnose ou autre, il faut que le patient soit volontaire pour le faire. Alors oui, il y a le problème du coût. Je vais répondre que le psychiatre est encore remboursé par la Sécu, mais après le psychiatre ne peut pas tout gérer non plus. Mais il faut que le patient soit d'accord pour faire cette démarche et d'être d'accord finalement de prendre le traitement à un instant T, parce qu'en effet, c'est un moyen d'aider le patient à aller mieux rapidement pour passer un cap, mais à mon avis, qui n'est pas une solution sur du long terme. Tout à fait.
Ce que j'ai remarqué au comptoir également, c'est que souvent il y a une plus grande inquiétude lorsqu'ils sont placés sous antidépresseurs. Une question qui est rémanente, est-ce que je pourrais le lâcher un jour? Alors que ce n'est pas le propos qu'on nous tient avec les anxiolytiques. Les anxiolytiques, ils les ont depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années. C'est presque un ami de route. Ils ne font pas plus cas que ça, et ça, c'est quand même surprenant, quoi. Parce que depuis des années, enfin, tu as plus de bouteilles Je suis que moi un peu plus là-dessus. âgé que toi. Mais depuis des années, l'anxiolytique était le petit Smarties, quoi. Totalement. C'était prescrit. Non, mais c'était typiquement. Alors, je vais comparer ça à la génération de confrères qui est plus âgée que moi, mais où c'est un petit comprimé qui fait pas de mal, qui va vous aider à dormir, tout va aller bien. Bref, ça règle aucun problème, avec des effets à long terme. Voilà, mais voilà. Alors que ce que disait Philippe tout à l'heure, c'était l'antidépresseur, c'est typiquement le traitement où, mais attendez, mais je suis pas malade, quoi. Alors que l'anxiolytique, c'est tout va bien, je prends mon Smarties, quoi. Sachant qu'en plus, il y a encore quelques temps, à ma connaissance, on n'avait pas forcément aussi, c'est vrai, trop conscience du danger de ces produits-là, finalement, y compris au niveau médical. Les études sur benzodiazépine et Alzheimer, ça a 5 ans. Hein. La grosse étude de Bordeaux qui montre qu'avec une consommation sur 20 ans quotidienne de certains benzodiazépines, on augmente son risque d'Alzheimer de 50%. Hein, c'est une étude sur 5000 patients, donc ils ont bien bossé. Elle date de 2012, donc l'article qui était paru dans Sciences et Vie, je crois, il y a 3-4 ans, voilà, qui avait aussi balancé un petit peu ça au grand public. Voilà, c'était il y a 3-4 ans. Donc il y a aussi que je pense à une époque, c'était aussi utilisé par les médecins et puis demandé par les patients et distribué par les pharmaciens, aussi parce qu'on n'avait pas forcément cette conscience des dégâts, notamment parce que les dégâts, ils sont notamment beaucoup dans le sommeil. Et encore une fois, je reviens à cette idée, mais il y a 30 ans, on n'avait aucune idée de ce que faisaient les somnifères dans le sommeil. Puisque les gens, du coup, perdaient conscience et qu'ils nous disaient qu'ils avaient retrouvé le sommeil, on était tous contents. Voilà. Après, en pratique, moi, l'exemple que je donne souvent pour qu'on ait conscience des choses, un patient qui vient se faire enregistrer dans une unité de sommeil, donc chez lequel on fait un enregistrement du cerveau, j'ai pas besoin de savoir son traitement. À la limite, il peut me mentir. Du moment où il s'endort, je vous promets qu'il me faut une quinzaine de secondes pour savoir s'il prend un somnifère. D'accord ? C'est-à-dire que l'architecture de son sommeil sous somnifère, elle est spécifique. Il y a en fait des ondes qu'on retrouve dans le cerveau au moment du sommeil sous somnifère qu'on ne retrouve qu'avec ces molécules. Enfin, avec les benzodiazépines d'une façon générale. C'est ce qu'on appelle des fuseaux. Donc c'est un terme un peu technique dans le tracé de l'activité du cerveau, mais c'est spécifique. Et ça m'est souvent arrivé de dire mais votre tracé là je comprends pas parce qu'honnêtement, alors souvent je la joue un peu subtil, je fais le naïf, je dis mais c'est étonnant parce que vraiment à votre enregistrement on dirait que vous dormez sous somnifère, là, vous me disiez que vous en preniez pas. Et du coup c'est des gens qui sont vous dire c'est vrai qu'en fait des fois je prends celui qui est dans la pharmacie parce que c'est ce qu'on prescrit à mon mari, donc quand j'ai du mal à dormir, j'en prends. Et le fait d'en prendre une fois tous les 3 jours, moi, même si je vous enregistre que ça fait 2 jours que vous ne l'avez pas pris, je le vois à l'enregistrement de sommeil. Donc pour vous montrer les répercussions que ça a. Il y a une question là-bas maintenant. Oui, donc tout à l'heure, vous avez parlé qu'on pouvait avoir des dettes de sommeil qu'on pouvait récupérer le lendemain. À partir de quels symptômes caractérise le surendettement de sommeil ? Premier point. Et puis la deuxième question, le soir, donc normalement, avant de se coucher, il faut que le corps se refroidisse. Donc les activités sportives sont pénalisables pour une bonne qualité du sommeil. Je vais déjà répondre sur la température parce que ça c'est hyper intéressant et puis hyper en lien avec toujours cette histoire de rythme avec laquelle je bassine tout le monde tout le temps. Effectivement, pour bien préparer son corps au sommeil, en plus du repos, en plus du lâcher prise, en plus du peu de lumière stimulante, idéalement il faut plutôt favoriser la baisse naturelle de température. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut baisser sa température, aller s'enfermer dans le congèle, bien sûr, mais faire du sport en effet c'est très mauvais pour le sommeil. Dans un sens, je vais m'expliquer, parce que quand vous faites du sport, vous sécrétez déjà des molécules plutôt excitantes qu'il va falloir après éliminer, donc ça prend du temps. Et puis quand vous faites du sport, en effet, vous chauffez votre température corporelle. Donc ça va vous donner beaucoup plus de travail à faire pour réussir à vous endormir. C'est pour ça qu'on recommande aux gens de faire du sport, pas le soir. Alors souvent on me dit, oui, mais moi je ne peux pas en faire à d'autres moments que le soir.
Je pense quand même en général que dans les 7 jours de la semaine, il y a une demi-journée dans la semaine où on doit pouvoir faire du sport quand même. Après, si c'est pas possible et que vraiment il faut le faire le soir, il est prouvé que faire du sport le soir, ça dégrade la qualité du sommeil la nuit suivante. Mais il est aussi prouvé que sur l'ensemble de la semaine, vous allez avoir un sommeil de meilleure qualité que quelqu'un qui ne fait pas de sport du tout. Voilà, donc l'idéal, c'est d'en faire en journée, mais si vous pouvez en faire que le soir, une fois par semaine le soir, globalement, c'est quand même meilleur pour le sommeil, même s'il faut vous attendre à ce que la nuit soit pas très bonne. Voilà. Ça rejoint aussi. Alors, on mange, pour bien prendre soin de son sommeil, on mange au moins 1h30 avant l'heure du coucher, déjà, pour pas être trop gêné au niveau digestif. Ça, c'est impératif. Et puis, on mange effectivement plutôt léger. Donc, plutôt léger. Et puis aussi, pas trop de protéines, par exemple. Plutôt des sucres lents, des choses comme ça. C'est plus conseillé, pour la qualité du sommeil. Et je termine sur la température. Cette histoire d'abaissement de température corporelle, ça explique aussi qu'en médecine du sommeil, on déconseille aux gens de prendre des bains ou des douches trop chaudes le soir. Ça relaxe, ça détend, comme pouvait le faire le myolastan, mais ça ne fait pas dormir, au contraire, ça augmente votre température corporelle. Donc vous êtes détendu, mais vous n'arriverez pas forcément à vous endormir facilement. Et c'est aussi pour ça qu'on est aussi embêtant avec la télé, le livre au lit, parce que c'est moins stimulant qu'une tablette en termes de luminothérapie. Le problème, c'est quand vous passez une demi-heure, 1 heure dans votre lit à lire un bouquin, par exemple, techniquement, vous chauffez vos draps. Et il est prouvé que vous vous endormirez plus facilement si vous lisez votre livre dans un fauteuil à côté et qu'après vous vous mettez dans un lit frais que si vous lisez dans votre lit et qu'après vous éteignez la lumière avec un lit chauffé à 37 degrés. Voilà. Non mais si vous n'avez pas de problème de sommeil, je ne vous empêche pas de lire dans votre lit, on est bien d'accord. Je parle de l'insomnie. Les insomniaques, je leur demande de ne rien faire d'autre dans le lit que le sommeil. Et une autre activité qui me regarde moins. Mais vraiment, je leur demande vraiment rien d'autre que le sommeil. Et c'est aussi... ou non Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on propose aux insomniaques, quand ils se réveillent dans la nuit et qu'ils n'arrivent pas à se rendormir, on leur conseille de se lever, parce qu'en plus, en général, de s'énerver et ne pas réussir à se rendormir, sauf si on a des méthodes d'autorelaxation dans le sens très général du terme, le fait de rester dans son lit et de s'énerver et de chauffer son lit est un grand inducteur d'insomnie aussi, donc vous augmentez vos chances de ne pas vous rendormir. Si vous vous levez, que vous allez faire une activité calme et que vous vous recouchez quand vous sentez que la fatigue revient, vous aurez plus de chances de vous rendormir rapidement. Après, si vous faites du sport, une des techniques de récupération étant la douche glacée après, ça doit baisser suffisamment la température corporelle. Oui, alors sur le dossier de surendettement, on n'a pas de chiffres très précis en matière de sommeil. Moi, j'allais dire c'est une question de bon sens. À partir du moment où on n'arrive plus à récupérer sur nos jours de repos, c'est qu'on n'est plus adapté au rythme de travail, donc ça c'est sûr. Et à partir du moment où dans ces jours de repos, on conserve des troubles du sommeil, c'est là aussi qu'il faut changer de rythme. Mais là, on est confronté à une réalité économique, c'est-à-dire que on ne peut pas toujours changer comme ça du jour au lendemain de rythme de travail en fonction de l'entreprise et du poste où on est. Alors, excusez-moi, mais on me rappelle à l'ordre par rapport au respect de l'horaire, puisqu'il est 22h30, ce qui est maintenant la fin, là. Donc, pour ceux qui n'ont pas osé de poser tout de suite leurs questions en possession du micro actuellement, j'en suis désolé. Alors, peut-être qu'on peut prendre. Alors, moi, j'ai terminé. La narcolepsie, donne le nom. Oui, très rapide. Alors, votre question par rapport à la narcolepsie. Alors, les causes et les traitements de la narcolepsie. Alors, les causes, elles sont vraiment neurologiques. C'est une maladie neurologique, la narcolepsie. D'ailleurs, qu'on comprend encore pas très bien, c'est probablement ce qu'on appelle une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'en fait probablement probablement sur des facteurs de fragilité, mais suite peut-être par exemple à une infection ou à des choses comme ça, on développe en fait des molécules qui luttent contre notre organisme et qui du coup vont détruire les zones de l'éveil. Voilà. A priori c'est ça le mécanisme de la narcolepsie dans les recherches actuelles. Le laboratoire en pointe sur la narcolepsie, en plus d'un labo en Californie, c'est un labo à Montpellier, tenu par Yves Dauvilliers, qui fait énormément de recherches sur la narcolepsie et qui est vraiment des centres référents internationaux dessus. Ils ont fait pas mal de découvertes là-dessus. En fait, on s'aperçoit que dans le cerveau des narcoleptiques, vous avez des zones reconnues de l'éveil qui sécrètent des molécules de l'éveil qui sont complètement détruites, voilà. Et qui du coup expliquerait que ces gens ont du mal à rester éveillés. Le traitement à l'heure actuelle, du coup, comme on ne sait pas réparer le cerveau,
Ça viendra peut-être un jour, mais malheureusement, on n'y arrive pas pour l'instant. Le traitement, en fait, c'est un traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on va donner ce qu'on appelle des psychostimulants. Je parlais du modiodal tout à l'heure, qu'on avait développé au départ surtout pour l'armée, que finalement on utilise pour un but beaucoup plus louable maintenant. Et puis il y a d'autres molécules possibles, mais voilà, vous avez effectivement des molécules psychostimulantes qui permettent vraiment potentiellement aux narcoleptiques de vivre vraiment comme tout le monde. Moi, j'ai des narcoleptiques qui travaillent, qui conduisent et qui m'inquiètent pas particulièrement, moins que d'autres patients qui dorment sous somnifères, par exemple, quand ils sont au volant, parce que leur traitement leur permet d'être bien équilibré, de rester bien éveillé. Voilà. Merci. Alors, peut-être faire la conclusion de chacun rapidement, de tour de table. Je pense qu'il y a une progression, il y a un changement dans les prescriptions et c'est bien. Tout à l'heure, concernant les antidépresseurs, je voudrais dire un petit mot. Je pense qu'il est resté une mauvaise image des produits qui avaient une trentaine d'années. En général, lorsqu'on changeait d'une famille à une autre, ça laissait... Et puis la notion de suicide, je crois, qui est peut-être derrière. C'est ce qui a peut-être fait une difficulté, en tout cas pour les gens, à aborder les antidépresseurs, pas pour les prescripteurs. Voilà. Sinon, je pense que... Puis, on n'est pas obligé de plonger dans des produits forts. Hein. Vous pouvez consulter les pharmaciens. Il y a des produits plus légers avant de passer à des pas plus durs. Non, bah, juste pour toujours se poser la question de la cause, quoi. Il y a un symptôme, d'accord, mais derrière, il y a une cause et le but, c'est de traiter la cause. Et soigner le symptôme, ça peut aider sur un petit moment, mais le but, c'est de traiter la cause. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé quand même. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de choses pour conclure. Je suis assez d'accord. C'est vrai aussi qu'on s'est beaucoup focalisé sur, moi notamment parce que c'est mon travail, sur vraiment essayer de traiter quand même l'insomnie, même si souvent c'est le symptôme de quelque chose. Tu as raison de le rappeler. Cela dit, ça n'empêche pas de pouvoir essayer de faire dormir les gens. Voilà, parce que notamment dans la dépression, traiter une dépression, on arrive aussi plus facilement à traiter une dépression si on récupère un peu plus entre chaque séance, par exemple. Voilà, pour passer un cap, tout à fait. Donc c'est vrai que ça peut se faire quand même par les molécules. Il n'est pas question de complètement les diaboliser non plus, hein, elles ne sont pas interdites et moi je ne suis pas partisan qu'on les interdise. Je dois même prescrire peut-être une vingtaine de fois ces molécules par an à peu près, donc ça m'arrive, ça peut dépanner. Et puis ne pas oublier en effet que du coup si on part sur le principe, je pense important de comprendre qu'il y a sûrement quelque chose à traiter derrière, mais qu'on peut essayer d'améliorer quand même le sommeil en parallèle temporairement. Ne pas oublier, parce qu'on n'en a pas assez parlé, qu'il y a aussi des molécules alternatives. En effet, il y a des produits de phytothérapie qui ont démontré de l'efficacité quand même dans le sommeil. L'homéopathie, je suis un peu plus réservé, mais par exemple la valériane, dans des études scientifiques, a montré son efficacité dans l'insomnie légère à modérée par contre. Hein. Donc c'est une plante qui fonctionne bien, qui n'est pas spécialement dangereuse à dose respectée, hein, parce que les plantes aussi, ça peut être dangereux en excès. Mais voilà, dans les insomnies légères, ça marche très bien. Voilà. Et par exemple, donner de la valériane à un étudiant en période d'examen, ça me semble plus logique que lui donner une molécule qui va gêner sa mémoire. C'est difficile, hein. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, juste du fait de mon métier plus préventif, j'ai envie d'ajouter là ce qui a déjà été dit, c'est hygiène de vie générale. Bien, pour conclure, tout simplement, voilà, je remercie les intervenants. De la part du public, les questions, et surtout, ça permet peut-être que chacun réfléchisse et en parle. Parce qu'on découvre que finalement, la question, ce n'était pas qu'est-ce que je dois prendre pour dormir, qu'est-ce que je peux prendre pour dormir, mais comment je peux faire, avec l'idée que j'ai et qu'on véhicule d'une génération à l'autre, quelle idée j'ai sur comment faire pour dormir, et puis voir que ça valide quand même dans des approches de points de vue professionnels différents en tant que lieu d'observation, finalement qui se regroupent, parce que là on a plusieurs représentants confrontés à la question. C'est dire que ce qui est dit là ce soir, et comme le soulignait mon jeune collègue, sont des choses qu'on a commencé à aborder il y a une dizaine d'années, validées par des études un peu antérieures. Maintenant ça se généralise. La consultation sommeil, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Hein. On va effectivement traiter la cause, mais alors là, pour peut-être synthétiser, entre traiter la cause d'une insomnie due à une pathologie, mais traiter la cause due à des conditions de travail, traiter la cause de la souffrance au travail, il faut voir comment changer de poste, comment changer d'entreprise, comment changer d'habitude, comment changer sa vie quotidienne. C'est plus compliqué d'agir sur l'environnement. Mais expliquer qu'effectivement, là, ce n'est pas forcément une réponse chimique et que répandez autour de vous. Je terminerai sur quelque chose que je dis souvent à propos de la banalisation des anxiolytiques. Vous avez tous entendu parler d'une molécule, on la cite sous son nom, bromazépam. On ne donnera pas le nom, ce sont des petits bâtonnets
qui se coupe en 4. Il y a une petite capsule deuxième étage qu'on prend sur la journée. Ben, c'est pas beaucoup, j'en prends qu'un quart. Mais en fait, c'était un quart de 6 mg et un quart de baguette, j'en prends juste un quart. Ça montre que ça, ce qui parle à l'esprit, c'est pas beaucoup, c'est qu'un quart. Mais enfin, un quart de ça, c'est un comprimé entier à double dose d'un autre. Donc c'était la bonne conscience dont tu parlais, le Smarties, c'est pas beaucoup, on m'a donné ça, c'est pas grand-chose, proportionnel à ce que je prends. En méconnaissance totale, bien sûr, on ne demande pas aux gens d'analyser toutes les molécules, mais c'est ça, c'est la banalisation. Donc il ne faut pas banaliser l'usage, pas dramatiser. Quant aux hygiènes de vie, ben ouais, c'est une éducation au quotidien. Ça là-dessus, si ça peut permettre de non seulement d'avoir entendu, mais de répandre que voilà, tout ce qui est dit, c'est pas juste parce qu'on est pour ou contre les médicaments. Il y a des raisons de les utiliser, une façon de les utiliser, et c'est pas une position idéologique. Voilà, c'est ce que je tiens à dire pour conclure. Merci à tous.